If you don't know about flyer deals on Instacart, this message is for you. Flyer deals are like strolling through your favorite store looking for deals, but you're scrolling your phone, and maybe you're in bed. Because getting delivery doesn't mean you have to miss deals like you'd get at the store, like the one creamer that doesn't make your stomach hurt, or the pasta sauce you can't not buy when it's on sale. So download the Instacart app, shop flyers, and never miss a deal on one of your favorites. Plus, get delivery in as fast as 30 minutes. Salut à tous, je suis Élise Benazet, psychomotricienne, formatrice et professeure de danse. Dans mon podcast Trouve ton Move, je vous invite à explorer les univers de thérapeutes hors du commun, qui, comme moi, ont choisi de sortir des sentiers battus. Ensemble, découvrons des méthodes innovantes pour prendre soin de notre corps et de notre esprit. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me rejoindre sur danser-psychomote.fr pour découvrir mes formations et approfondir vos compétences. Bonne écoute! Dans cet épisode, on part à la rencontre de Pierrick Boyer. Après une première année de fac de psycho assez douloureuse, Pierrick a eu l'audace de dire non à une voie qui ne lui correspondait pas. Guidé par un besoin profond d'aider les autres de manière concrète, il a découvert la psychomotricité, une véritable révélation pour lui. Et là, Pierrick n'a pas fait les choses à moitié. Il s'est ensuite formé aux méthodes Coop, Bobat, Barclay, à l'accompagnement par la médiation animale et s'est spécialisé dans l'accompagnement d'adultes souffrant de TSA et de TDAH. On explore avec lui son parcours atypique et cette soif d'apprendre. Salut Pierrick. Salut Élise. Je t'ai invité aujourd'hui parce que tu as plein de fonctions, de cordes à ton arc et j'adore ça. Tu as choisi d'aller te former vers plein de méthodes pour plein de raisons et aujourd'hui tu vas nous les expliquer. Mais allez. Alors déjà, moi, la première question que je voulais te poser, c'est d'où tu viens, quel bac t'as fait, pourquoi t'es venu à la psychomote ou pourquoi tu n'y es pas venu au départ d'ailleurs. Et pourquoi je suis pas venu au départ surtout. Oui. Alors, à la toute base, j'ai un bac L, un bac littéraire du coup, le truc des vieux. Je voulais faire psychomote et j'avais pas vraiment de background scientifique, on va dire, mais j'ai été hyper mal orienté puisqu'on m'avait dit qu'il fallait faire une licence de psychologie pour pouvoir accéder à la psychomote. Donc moi, dans mon idée, c'était bac L. J'ai fait une petite pause d'un an pour me former en service et restauration, voilà, en me disant la fac c'est 3 ans, je sais pas comment je vais la financer et si finalement ça me convient pas, qu'est-ce que je fais. Et puis après j'ai fait ma première année de psychologie où en fait c'était bien mais je me suis dit que la fac c'était pas pour moi. Ah oui. Donc j'ai arrêté, je suis parti travailler. Donc j'ai fait 1 an en Angleterre en service à la personne. Ouais. J'ai fait 1 an en Allemagne en tant qu'équivalent EJE dans un jardin d'enfants. Ok, éducateur de jeunes enfants, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ok. Avec des petits qui avaient je dirais entre 3 et 6 ans. Ouais. Donc vraiment l'âge préscolaire. Et puis après j'ai travaillé en EHPAD, donc les maisons de retraite pour les personnes âgées mais qui avaient déjà une déficience intellectuelle ou des troubles en particulier. D'accord, donc tu t'es déjà rapproché du métier du soin assez vite. C'est ça. Pourquoi tu dis que la fac ça t'allait pas? Parce que pour moi c'était vraiment beaucoup trop théorique et que c'était vraiment compliqué dans le sens où j'étais pas forcément en accord avec ce qui était enseigné. Il y avait vraiment des côtés qui étaient très psychanalytiques. Je trouvais que c'était peut-être chercher des excuses à des comportements et ça s'alignait pas vraiment avec mes valeurs. Et je me suis dit 3 ans comme ça va pas être possible. D'accord. Donc tu t'es pas démonté, t'es allé faire plein de métiers à l'étranger en plus. Ouais, t'es courageux, je trouve. Et puis finalement, t'es revenu vers le métier de psychomote. Comment ça t'est revenu? Alors, je suis revenu vers le métier de psychomote parce qu'à cette époque-là, je gérais un restaurant et au niveau personnel, ça devenait compliqué sur les horaires, sur la fatigue, etc. J'avais à peu près... J'allais avoir 25 ans à l'époque et c'est dans les représentations, les boards à 25 ans, tu commences à avoir une famille, tu es censé avoir une maison, un travail, etc. Donc grosse remise en question mais en fait, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je voulais faire de ma vie? Je dis, mais en fait, j'avais cette idée de faire psychomote. Donc je suis allé revoir en me disant, est-ce que peut-être on peut reconnaître la première année de psycho que j'ai déjà fait, etc. Et c'est là où j'ai découvert qu'en fait, c'était sur concours. Et donc, je me suis dit, sur concours, ok, ça va faire 10 ans que tu n'as pas posé tes fesses sur les bancs de la fac ou etc.
comment tu fais. Donc j'ai recherché des prépas qui ont eu beaucoup de mal à m'accepter puisque ayant un bac L, elles avaient peur pour leur taux de réussite. D'accord. Donc j'ai cravaché pendant 1 an pour mettre de côté, pour payer une prépa spécialisée où ensuite j'ai tout donné. J'ai passé tous les concours. J'ai passé concours infirmier, concours aide-soignant, concours psychomote en disant c'est mon année, il faut que je fasse quelque chose. Et du coup, ça a plutôt bien fonctionné puisque j'ai eu les concours que je voulais. D'accord, ok. T'as été en réussite au bout d'une année. Voilà, ça a été compliqué parce que du coup, il fallait travailler en même temps, etc. Donc, sur le profil de reconversion, puisque j'avais 24, 25. J'étais en concurrence, entre guillemets, avec des gens qui sortaient d'école. Donc, il y avait encore tout cet entraînement qui était au fait des nouveaux programmes, etc. Et moi, je débarquais un petit peu comme une fleur. Mais du coup, ça m'a encore plus motivé de me dire, il y a des petits jeunes, ok, mais moi, j'ai ma place aussi, quoi. Ouais, t'as débarqué avec ta motivation. C'est ça. Hein, on le sent très bien. Du coup, tu dis, depuis le début, j'ai l'idée d'être psychomote, mais elle est venue d'où, cette idée? Alors, en vrai, merci la télé à l'époque, c'était genre un reportage sur Arte que j'avais vu un soir, genre un bruit de fond, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font, ces gens? Et en même temps, ça a l'air hyper intéressant. Moi, je viens d'une famille qui est déjà beaucoup dans le soin, et c'était un métier que je ne connaissais pas du tout. Donc, j'ai commencé à regarder d'un œil en me disant, mais c'est qui ces perchés? Mais qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, le reportage était vraiment bien construit. Donc, on voyait que derrière, il y avait tout l'apport scientifique, tout ce qui pouvait y avoir en termes de progression dans la prise en soin et l'aspect qui peut-être pouvait passer un peu pour ésotérique du lien entre corps et esprit que je trouvais pas forcément. J'avais l'impression, en tout cas, que dans les métiers du soin, il y avait une vraie scission entre les métiers du corps avec les aides-soignants, les infirmiers, etc., où on était vraiment sur des gestes techniques, ou les métiers de l'esprit avec les psychos, les psychiatres, etc., où on est plus sur le bien-être, etc. Et là, c'était la première fois que je voyais un travail qui alliait les deux. D'accord, que finalement, t'as pas trouvé si perché en écoutant le documentaire. C'est ça, où je me suis dit, en fait, ça existe et c'est quelque chose qui est reconnu et c'est pas une thérapie alternative, c'est vraiment... j'étais allé me renseigner sur le fait que c'est un diplôme d'État, que c'est aussi sérieux, entre guillemets, reconnu que orthophoniste, que kiné, etc. Et je me suis dit, peut-être ça peut valoir le coup. Donc, tu avais déjà très jeune, ce besoin de réassurance sur une méthodologie, sur des neurosciences, j'entends, des aspects comme ça, prouvés scientifiquement. Oui, en fait, j'ai besoin de pouvoir justifier ce que je fais et de dire que ce soit le moins attaquable possible. Ouais, d'accord. De dire, voilà, ce n'est pas mon point de vue, mais je peux te dire que je fais telle chose parce que ça a été prouvé, parce qu'il y a tel écrit qui fait que, parce que ça existe dans plusieurs choses, parce que c'est validé à tel niveau. D'accord. Il faut une méthodologie reconnue pour moi, être à l'aise. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose d'important et qui me permet d'être droit dans mes bottes c'est pas moi, c'est pas un jugement, quoi. Ouais, c'est bien. Ok. Donc, à partir de tout ça, tu réussis ton concours d'entrée et tu te retrouves à Toulouse. Alors, à la base, je me retrouve à Paris. Ah, d'accord. Parce que j'étais sur liste d'attente à Toulouse, donc j'étais un peu deg, donc j'ai fait ma rentrée à Paris. Et le jour de la rentrée à Paris, Toulouse m'appelle en disant « Si ça vous intéresse, il y a une place qui s'est libérée. » Tu préférais aller à Toulouse, pour quelle raison? Parce que pour moi, c'était, je visais vraiment les 3 écoles historiques à ce moment-là. J'aurais voulu la Salpêtrière, Lyon ou Toulouse. J'étais sur liste d'attente à la Salpêtrière. Lyon, j'étais sur liste d'attente, mais 300 et quelques, donc c'était absolument pas raisonnable. Ouais. Et du coup, Toulouse, j'étais 2e sur liste d'attente. Ouais, d'accord. Et donc, t'avais de l'espoir. J'avais de l'espoir, mais bon, le jour de la rentrée est arrivé, donc j'ai fait mon inscription à Paris. Et quand ils m'ont appelé, je me suis dit, ouais, allons-y. C'est une des 3, allez, go. Ok. Donc, toi, t'es originaire de Besançon, enfin, du coin? Ouais. Ouais, et donc t'es allé loin, ça t'a pas dérangé? J'avais pas d'attache particulière, et puis c'était vraiment le projet. Je me dis, à l'époque, ce qui m'intéressait aussi dans la formation de psychomote, c'est que ça se faisait en 3 ans. Oui. Donc là, avec la réingénierie, ça va peut-être passer à 5. Donc je ne suis pas sûr que je me serais inscrit sur 5 ans d'études. Mais 3 ans, je dis, allez, je peux faire ce sacrifice-là, entre guillemets. C'est faisable, ouais. Ça va me demander une organisation, mais après, je serai libre et j'aurais réalisé ce que je voulais. Et puis, l'école de Toulouse, elle a une réputation. Tu pourrais un petit peu nous expliquer comment elle fonctionne, ses valeurs? Ça a dû te rassurer, toi qui aimes bien les méthodologies. Totalement.
Alors j'avais une vague idée de comment ça se passait, mais Toulouse, c'est vraiment une école qui porte tout ce qui est les tests, tout ce qui est les réétalonnages, tout ce qui permet vraiment d'évaluer de façon la plus objective possible, les patients et qui derrière est très très au fait des dernières recommandations, des dernières actualités en termes de prise en soin et ça, c'était quelque chose aussi qui me tenait à cœur, dans le fait de: «Je vais aller là-bas, je vais me former et j'aurais pas besoin de me reformer derrière puisque je serais au fait, a priori, des dernières actualités». OK, ouais, tu vois loin direct en fait, hein. Ouais, j'ai besoin de projeter, ouais. Ouais, je comprends. Bon, très bien. Donc là, tu découvres 3 ans d'études et tu m'expliquais que tu as fait plein de stages aussi assez variés. Oui. Et que ça t'a permis de découvrir toute une population parce que tu t'imaginais pas du tout psychomote auprès d'enfants à la base? Pas du tout. Ouais. Au contraire, je m'étais dit: «Tout sauf les enfants». Très bien. Voilà, moi, mon but en entrant à l'école, c'était: je veux faire psychomote pour adultes. Sauf que, du coup, on nous laisse pas trop le choix et c'est très bien puisque première année, on voit vraiment tout ce qui est le développement normal et avec les stages qui se font en crèche et ou maternelle et le fait d'aller au contact d'enfants, sur j'allais dire un point de vue qui est différent du quotidien, avec une posture qui est haute, de nous mettre déjà dans une posture j'allais dire pré-professionnelle, d'observation, de mise en lien entre les cours avec, le théorico-clinique. Ça permet de faire un pas de côté, de se dire: «Ouais, mais là, en fait, c'est pas moi, Pierrick, la personne, mais c'est moi, Pierrick, le psychomote qui est en train de se construire et comment je peux faire du lien par rapport aux différentes choses à droite, à gauche». OK. Et en fait, le fait de me centrer sur, l'observation, sur les fonctions psychomotrices Du bébé, de l'enfant. c'est ça, Ouais. du bébé et de l'enfant avec, de nous faire construire des grilles d'observation sur comment le développement se met en place, quelles sont les acquisitions et cetera. J'ai vraiment eu le prisme psychomote qui a pris le dessus Ah et oui. de me dire: «En fait, c'est hyper intéressant de voir comment ça se construit, qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Est-ce que là, il manque une borne ou pas? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer à travailler derrière?» Et ouais, j'ai eu beaucoup de chance sur les stages que j'ai fait en première année parce que j'ai été très très encadré. C'était un milieu qui était très bienveillant, je pense, qui a senti aussi un petit peu ma réticence et Ouais. qui m'a accompagné. Donc l'enseignante et l'ATSEM, donc la personne qui aide dans les classes avec les enfants, était hyper disponible, vraiment dans l'échange et pareil, je pense que ça m'a vraiment rassuré, contenu de me dire: «C'est pas si terrible. Oui. C'est effectivement, c'est des petits humains, mais ça ne craint rien». Voire même, c'est passionnant dans ce que tu décris de se poser des questions sur comment se construit l'enfant avec son développement psychomoteur. Moi, c'est ça c'est ce déclenchement-là qui a eu lieu et Ouais. qui m'a fait me dire: «Mais en fait, les enfants ou pas enfants, Oui. psychomote, c'est ça et Oui. ça fait partie de». Même ce qui m'a alors tu parlais de projeter un petit peu tout à l'heure, moi, ce qui m'est passé dans la tête, c'est de me dire: «Là, d'avoir vu ça enfant, Ouais. ça va me permettre de les comprendre en ado et en adulte». Exactement. De dire c'est à ce moment-là que peut-être il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné ou ça fonctionnait et à quel moment il y a eu un switch qui a fait qu'il y aurait besoin de psychomote. OK, d'accord. Donc ça a donné du sens, à nouveau, toi qui C'est adores ça. en avoir. Et puis, dans tes autres stages, tu as pu travailler avec des adultes, enfin observer des adultes, dans Oui. différents lieux, ouais. Totalement. Donc l'équipe pédagogique était très au clair sur le fait que moi je voulais ça puisque j'étais assez, vocal là-dessus en disant voilà L'équipe de Toulouse, tu veux l'équipe dire? pardon, Ouais, oui, l'équipe d'accord. pédagogique Ouais. en disant: «Ben voilà, moi j'aimerais faire de l'adulte, si vous avez des stages, si OK, machin», puisque à Toulouse, c'est eux qui attribuent les stages. d'accord. Donc ils m'ont fait un super cadeau, en deuxième année où j'ai pu aller, voir de la personne adulte dans un centre ressources en neurologie. D'accord. Donc tout ce qui était, sortie de coma, les AVC, les maladies neurodégénératives comme le Parkinson, le Huntington et cetera OK. et c'était trop, trop bien. Donc tu étais avec un psychomote? J'étais Une avec psychomote? une psychomote, Ouais. qui était formée, qui faisait exclusivement de l'adulte, D'accord. et du coup, c'est aussi grâce à elle que j'ai pu voir un petit peu comment ça se passait sur les plateaux techniques, la transdisciplinarité, qu'est-ce que, le patient a telle problématique, qu'est-ce que le psychomote apporte, qu'est-ce que, le kiné apporte, qu'est-ce que l'ergo apporte Oui. et sur le fait que on parle beaucoup en psychomote de champ de compétences partagées, Oui. mais le fait qu'avec de la communication et l'équipe,
ça peut aussi bien se passer s'il y a s'il y a une communication claire et une bonne répartition de qui fait quoi. D'accord. Donc, tu aurais des exemples de types d'interventions que vous aviez auprès de ces adultes Ouais, totalement. Ouais. Par exemple, on avait une personne en sortie de coma qui était restée pendant un bon moment alitée et de réapprendre la marche. Okay. Donc, elle avait, par exemple, les séances avec les kinés plutôt sur le renforcement musculaire, à marcher entre les barres, etc. Sur l'ergo, avec vraiment le côté fonctionnel de... Alors, je sais pas si c'est ergo, podo, si elle était un petit peu entre les deux, mais sur l'adaptation des chaussures, un petit peu des endroits où elle pouvait se tenir, des différents types de cannes, tout ce genre de choses. Et en psychomote, sur le côté de réassurance, de prévention des chutes, de reprendre confiance en soi parce que c'est quand même un événement traumatique. Oui. Et à côté de ça, voilà, sur ce qui moi m'intéressait aussi, le côté psychocorporel. Ok. J'ai peur de tomber, j'ai pas forcément envie de marcher, je préfère rester en sécurité, assis ou allongé, mais le ou la psychomote va m'aider à reprendre confiance en moi et à dépasser ça. C'est ça, pour retourner vers l'autonomie. Donc tu devais trouver des exercices, des jeux, des choses un peu plus fun aussi, j'imagine, parce que pour donner envie, il faut trouver la motivation. Oui, totalement. C'était un équilibre délicat entre trouver quelque chose qui soit suffisamment motivant, mais en même temps pas infantilisant, puisque c'est des adultes. Exactement. Et en même temps quelque chose qui soit suffisamment fonctionnel, puisque psychomote, là en l'occurrence, il y avait qu'une toute petite salle. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, pourquoi, comment ça peut à nouveau se transférer au quotidien. Oui. Et puis derrière, comment on revalorise aussi toutes les réussites à nouveau sans être dans l'infantilisation et que la personne soit capable de se rendre compte par elle-même de ah oui, effectivement, là il y a un deuil à faire par rapport à ce que j'avais, à ce que j'étais, mais j'ai quand même récupéré une certaine partie au niveau fonctionnel. Fonctionnalité, d'accord. Ouais. Donc de séance en séance, ces deux liens étaient faits entre j'ai conscience de mon corps et de ses potentiels et aussi de ses limites. Oui, c'est ça. Donc c'est pas évident psychologiquement aussi pour toi. Ça t'a pas trop touché en tant que stagiaire Alors, ça dépend ce que tu entends par toucher. Ouais. Moi, j'étais très, comment dire, très dans la prudence, on va dire dans la défensive, un petit peu caché derrière ma maître de stage, parce qu'il y avait des choses où en fait je n'étais pas sûr de pouvoir les gérer, justement sur le fait d'un deuil qui ne se fait pas. Eh oui. Oui, mais vous vous rendez pas compte, avant je pouvais courir un marathon et là je peux à peine faire 2 pas. Oui. Effectivement. Donc, comment on accueille aussi derrière la plainte et le ressentiment qui est tout à fait légitime. Eh oui, colère, tristesse. C'est ça. Ouais. Mais comment on réussit à faire un pas de côté pour se dire, OK, c'est pas dirigé contre moi en tant que personne, ni en tant que thérapeute, mais ça appartient à la personne et à son propre cheminement et comment on l'aide à avancer tout en gardant cette alliance thérapeutique. Oui, d'accord. Donc, il y a un accueil de leurs émotions à eux, mais aussi les tiennes parce que c'est ça. Tu peux, je pense, après avoir peur de l'accident, de la maladie, ça peut rendre un peu parano. C'est ça, dans la transposition, de se dire que quand on voit des tranches d'âge, pareil, ça allait de 20 jusqu'à la fin de vie, de se dire que n'importe quand, ça peut switcher et ça peut avoir des conséquences majeures, tout le temps, quoi. Ouais, ça change ta vie. Donc, tu as réussi à composer avec ça, à rester motivé. Oui. Ouais, à faire tes 3 années d'études et à te former à des méthodologies précises comme la méthode coop, des méthodes sur le TDAH, la méthode Bobat. Est-ce que tu peux nous expliquer chaque méthode et qu'est-ce qu'elles t'ont apporté? Alors, je peux essayer en tout cas. Alors, la méthode Bobat, c'était quelque chose qui était hyper intéressant, hyper important pour moi. Déjà dans le fait que ça nous était proposé en formation par un kiné aveugle. Ah oui. Donc, de se dire, OK, en fait, la cécité qui est quand même un handicap sensoriel qui me paraissait moi assez lourd, ça empêche pas d'exercer, ça empêche pas de toucher. Oui. Et ça déjà, rien que ça, c'était ouf. Et le fait
à nouveau d'être sur quelque chose de très fonctionnel, parce que le Bobat, on s'appuie vraiment sur la chaîne articulaire, sur comment on peut remobiliser les personnes en leur faisant ressentir leur corps, et en même temps sans que ça nous impacte. Que ce soit trop lourd de mobiliser les personnes, c'est ça? Que ce soit trop dans la manutention. Oui, d'accord. C'est une guidance, quoi. Tu guides les mouvements, les articulations. Alors, on est dans tu positionnes. C'est ça. Ouais. Il y a plusieurs niveaux. Il y a de la guidance qui est corporelle, puis verbale, puis après, ça se fait en autonomie. D'accord. Moi, je faisais beaucoup de liens avec mon passé, entre guillemets, d'être-soignant, où j'ai pu ramasser des personnes qui étaient par terre, où il fallait les lever pour faire leur toilette. Et du coup, dans l'équipe, c'était toujours hyper compliqué parce que on se fout le dos en vrac. Oui. Les personnes sont pas forcément en sécurité parce qu'elles se sentent manipulées, elles ont pas envie. Et oui. On respecte pas forcément leur rythme. Donc, la méthode Bobat était hyper intéressante pour moi à ce niveau-là, de se dire, OK, j'ai un outil qui va me permettre non seulement moi d'aider la personne, mais aussi que je vais pouvoir transmettre éventuellement aux équipes. Aux équipes et à la personne pour être autonome. C'est ça. Dans ces mouvements de transition. Pour être autonome ou en tout cas plus en sécurité, se dire ça je sais le faire, et j'ai le côté peut-être un petit peu protocolaire, une méthode précise c'est ça. Pour m'appuyer sur ma fesse, ma main, avoir une rotation. Dans les transferts, c'est quelque chose qui peut être sécuritaire et qu'on n'a pas forcément besoin d'être accroché partout. Et du coup, ça rejoint aussi tous les ateliers de prévention des chutes, ce genre de choses. Okay. Donc sur ce côté un petit peu sécurisant. D'accord. Moi, je m'y étais formée. Donc la méthode Bobat, elle a été créée par 2 kinés. Et je m'y étais formée pour les tout petits, pour les bébés qui ont des troubles neuromoteurs, pour leur donner les bonnes indications corporelles, les bons appuis pour apprendre à se mettre assis en chevalet servant puis debout. Donc oui, toi tu l'as plus appris avec ce kiné pour tout type d'âge, pour tout âge, je veux dire. Pour tout âge, mais voilà, moi je projetais vraiment à nouveau sur ma pratique et sur mon vécu, de me dire que c'était vraiment une aide dans la boîte à outils, de se dire les adultes aussi, on n'est pas obligé en gros de les manipuler comme des sacs à patates, parce que alors indépendamment de ce qu'on veut ou pas, puisqu'on peut aussi être maltraitant sans forcément le vouloir, mais de se dire en tout cas qu'il y avait cette chose-là qui pouvait éventuellement aider derrière à ce que ça se passe mieux, quoi. Ok. T'as aussi eu une formation sur la méthode coop, donc tu peux nous dire qui ça aide et comment? Alors, la méthode coop, donc à la toute base, j'y ai été formé dans ma 3e année d'études par Emmanuel Madieu, qui du coup est certifié dans cette formation. Donc la méthode COP, elle est à destination des personnes qui ont un TDC, qui est du coup un trouble développemental de la coordination, donc la dyspraxie, tout ce qu'on appelait la maladresse, etc. avant. Et l'idée, c'est de passer par le cognitif, la réflexion, pour découper tous les mouvements et pour pouvoir réussir à acquérir et à réaliser des actions motrices avec lesquelles on est en difficulté. Donc c'était nous on l'a fait en classe et c'était trop bien. Sauf que après en sortant, je l'ai pas utilisé tout de suite. Et je me suis dit je suis pas sûr de la faire comme il fallait. D'accord. Donc je me suis reformé une 2e fois pour être sûr de comment ça allait. Je me suis rendu compte que j'étais pas trop mal. Et puis après voilà, il y avait un petit peu on va dire un conflit avec les ergothérapeutes qui ont aussi cette méthode-là. Cet outil, puisque ça vient du Canada et que là-bas il y a pas de psychomote en tant que tel, c'est les occupational therapists, etc. Donc je me suis formé avec des ergos. Donc je suis aussi validé coop par l'organisme d'ergothérapie. Et voilà, ce qui est vraiment intéressant avec ce truc-là, c'est que c'est applicable à quasiment tout le monde. Voilà, moi, dans ma spécificité avec adultes aussi, c'est quelque chose qui leur parle à fond, parce qu'on est sur du fonctionnel, on est sur une tâche précise, on est sur du découpage, et ça donne des résultats. Alors, je vais pas dire quasi immédiat, mais ça va très très vite. Oui, on l'utilise par exemple pour apprendre à faire ses lacets, apprendre à faire une cravate, apprendre à faire du vélo, dribbler, enfin toutes les choses du quotidien qui pourraient gêner une personne avec une dyspraxie, comme on disait avant. Totalement, oui. Tu vois, par exemple, la dernière fois, la plus récemment où je l'ai utilisé, c'était avec une jeune fille qui voulait, qui avait
des difficultés motrices, donc, et c'était la gym à l'école, et il fallait faire une roulade avant, et c'était la panique. Et en une séance, on fait ce qui s'appelle un plan, avec les différentes étapes. Donc on les fait travailler, puisque c'est eux qui nous disent les différentes étapes. On leur fait faire, du coup ça va pas, comment on peut réajuster, etc. Et en une séance, elle savait faire la roulade avant. Elle est venue la semaine d'après, elle dit allez, très bien, maintenant je vais apprendre à faire la roulade arrière. Bon, c'est et parti. Voilà, et le level augmente petit à petit. C'est ça. Oui, moi souvent je décris aux familles que c'est un plan Ikea. Ouais. Et qu'on l'utilise après de façon verbale, sans montrer, parce que le fait de montrer souvent un geste pour les personnes qui ont des troubles de la coordination, il y a des problèmes visio-spatiaux. Donc le fait de voir, ça marche pas forcément. Et voilà, tu utilises ton plan Ikea de façon verbale. Ton petit kit. Voilà, et l'enfant ou l'adulte exécute après les mouvements les uns après les autres. Puis après, il va les lier et puis être en réussite, effectivement. Ouais. Et ça, c'est trop bien aussi de se dire que c'est mon plan, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, avec le patient. Et que le patient utilise ses propres termes. Donc, c'est là où des fois nous ça peut être un petit peu compliqué parce qu'on a envie d'induire, de dire mais là tu ferais pas plutôt ça, mais là est-ce que tu dirais pas plutôt comme ça plutôt que je vais mettre le titi dans le zinzin. Ok, bon, en même temps si ça te parle très bien. C'est ça, c'est l'outil du patient. C'est l'outil du patient. Ouais. Oui, effectivement, ça a beaucoup changé nos pratiques, moi je trouve au quotidien, d'être beaucoup plus précis. Puis sur des tâches, la tâche de faire son lacet sera pas la même que, je sais pas moi, d'enfiler des perles. Quand on dit faut travailler la motricité fine, il arrive pas à faire ses lacets. En fait, faut travailler la tâche en question. Ouais, c'est ça. Ça n'empêche pas de travailler d'autres choses à côté dans les prérequis, mais vraiment de se centrer sur la tâche parce qu'au final, c'est ça la demande, quoi. Oui. Moi, on me posait souvent la question avec des enfants troubles de coordination, mais il dribble hyper bien au foot, mais il est hyper maladroit quand il doit mettre la table. Donc vraiment, chaque tâche peut être touchée de façon différente et il faut le prendre en compte. Et c'est pas les mêmes choses, quoi. Ok. Et puis, tu t'es aussi spécialisée avec les personnes TDAH. Tu peux nous expliquer un peu comment ? Alors, je peux essayer de vous expliquer un peu comment. Pareil, ça fait partie de la formation initiale où on a eu beaucoup d'outils avec les différents modèles explicatifs, avec toutes les adaptations de l'environnement sur le fait de structurer, de réduire les distracteurs, avec toutes les difficultés, par exemple au niveau temporel, donc de bien repérer le timer, de le matérialiser, le fait de dire on part dans 5 minutes, ok, c'est quoi 5 minutes alors que si on l'a visualisé avec un timer et qu'on voit qu'il reste un visuel de rouge et qu'on voit que ça diminue, on sait que quand il y a plus de rouge, ok, les 5 minutes sont finies, donc on y va. J'ai fait un DU là-dessus. Et on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la métacognition, donc qui est pour simplifier, le fait de se connaître soi-même, de connaître son propre fonctionnement et de pouvoir mettre en place des stratégies qui correspondent à ce fonctionnement. À nouveau, on est sur la personnalisation et ce qui peut être compliqué, j'allais dire, à l'heure actuelle, mode vieux con, plutôt que d'aller chercher des trucs sur Internet où on se dit oui, ça a super bien fonctionné pour telle personne. Oui, mais du coup, vous, en tant qu'autre personne, peut-être que c'est pas ça qu'il vous faut. Oui. Donc vraiment de retravailler sur... Tu te ressens sur le patient, son besoin. Donc TDAH, on n'a pas expliqué, c'est troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est des enfants ou des adultes qui sont quand même souvent rejetés, qui vivent souvent un manque de confiance en eux. Et puis à niveau social, ça peut être compliqué parce qu'il y a une grosse impulsivité qui n'est pas forcément toujours bien comprise, où on se dit non mais ça c'est pas possible, mais tu le fais exprès. Voilà. Ce genre de choses. Et ce qui peut être compliqué à comprendre aussi, c'est que le TDAH, c'est dans l'expression, c'est très fluctuant. C'est-à-dire que il y a vraiment des périodes qu'on appelle d'hyperfocalisation où les personnes sont concentrées à fond, on peut pas les sortir de ce qu'elles font parce que elles y sont à 200%, mais à côté des périodes de distraction, de distractibilité qui pareil sont à 200%, mais de l'autre côté où on peut avoir des trucs oui non mais de toute façon je peux l'appeler 36 fois, il me répondra pas, il fait pas ce qu'on lui dit, on est obligé de lui répéter 36 000 fois. D'accord. Donc c'est ça qui peut être compliqué un petit peu sur le quotidien de ces personnes-là et dans la compréhension de leur entourage parce que oui mais là vous savez dans telle situation, il sait le faire. Alors pourquoi il le fait pas dans une autre? Et oui. Et c'est pour ça que on travaille beaucoup sur tout ce qui est la psychoéducation, ce qui s'appelle. Donc qui consiste à éduquer, à faire parler,
aux patients et aussi à leur entourage de quel est leur trouble, Oui. De quelle étiologie, d'où ça vient Oui. ou pas, et de comment ça se Manifeste. manifeste. Ouais. Merci. Comment Comment ça ça s'exprime. fonctionne. Ouais, d'accord. Et une fois que cette psychoéducation a été faite, ça pose beaucoup et le patient et l'entourage parce qu'ils disent ah oui, mais c'est pas de sa faute, ça fait partie du trouble qu'il Oui. a. Et il va les repérer encore mieux après les petits clignotants d'alerte. C'est ça. Ok. Là, c'est son TDAH qui s'exprime. C'est ça. Il fait pas exprès pour m'emmerder. Ouais. En tout cas, pas tout le temps. Pas tout le temps, ouais. Et donc pour ça, il y a une méthode précise qui permet cette psychoéducation, c'est la méthode Barclay? Alors la méthode Ouais. Barclay, c'est une méthode, ça fait partie de la psychoéducation pour le TDAH, Oui. mais c'est à destination des parents. Oui. Alors pas uniquement de parents d'enfants TDAH, il n'y a pas besoin d'avoir le diagnostic voilà, Ok. pour faire ce truc-là. Donc c'est pour les parents d'enfants avec TDAH ou TOP, donc trouble oppositionnel avec provocation, Mhm. ou même s'il n'y a pas de diagnostic, dès qu'il y a de l'agitation, dès qu'il y a de la provocation, du mal à structurer. Oui. Donc ça a été créé par Monsieur Barclay, Mhm. qui propose en fait une guidance structurée de base en 10 sous-étapes, Ok. où la première d'ailleurs est la psychoéducation. D'accord. Et ensuite, on est vraiment sur donner des outils concrets sur comment vous abordez votre enfant, comment vous communiquez avec lui, Mhm. comment on peut casser le cercle de l'opposition, Oui. sur le fait de prendre conscience aussi soi-même que, alors on n'est vraiment pas dans le jugement, mais qu'on a un style parental qui est de telle façon, Oui. et que c'est un enfant avec un trouble, donc des besoins spécifiques, donc Mhm. peut-être que le style parental ne convient pas. D'accord. Ok. Donc l'idée, c'est vraiment de réentraîner les habiletés parentales, Mhm. par exemple en apprenant aux parents à identifier un petit peu comment eux parlent et comment on donne un ordre efficace, Ah oui. sur le fait de « mais je lui ai dit 36 fois », oui, mais alors du coup, qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que lui a entendu et comment il l'a interprété. D'accord. Mhm. Un exemple qui revient souvent, c'est je lui dis « range ta chambre ». Mm. Et lui, il revient, il m'a dit, il l'a rangé et j'ouvre et en fait, c'est C'est pas le vrai. bazar partout. Et donc ça peut générer un conflit. Alors, Oui. sauf que ça, est-ce que vraiment c'est un ordre efficace? Oui. Parce que range ta chambre, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Très global, oui. est-ce que c'est fais ton lit? Est-ce que c'est il y a plus rien par terre? Est-ce que c'est il y a D'accord. plus rien sur le bureau? Est-ce que c'est tout doit être dans les placards? Est-ce Oui, que les habits doivent être rangés? À la fois très centré sur des tâches précises. C'est ça. Ok. Donc c'est vraiment redécomposer et leur apprendre, les amener vers justement cette communication Mm. plus simple, plus claire, Oui. qui fait que en fait on est un petit peu, j'allais dire, sur du binaire, sur du on-off. Oui. Ça laisse pas place à l'interprétation. D'accord. Donc là, entre t'as rangé ta chambre, oui, non, oui, mais un petit peu, oui, mais, Ok. alors que est-ce que tes habits sont dans le placard? D'accord, oui. Ben du coup c'est oui ou non, quoi. Ouais, c'est une grosse prise de conscience quand même, ça. Hein. C'est vraiment, c'est pour ça que c'est vraiment de l'entraînement. Ok. Et qu'il y a une période, en général c'est 15 jours entre chaque séance, Ouais. pour que les parents puissent mettre en pratique, ils S'exercer. reviennent, ils D'accord. font un retour et ok, donc du coup, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné, quelles limites, comment on peut ajuster pour la prochaine fois, ok, étape suivante. D'accord. On essaie aussi vraiment de remettre du lien entre les parents et les enfants avec cette méthode, avec réserver des plages pour ce qui s'appelle le moment spécial. C'est-à-dire c'est l'enfant qui choisit Mm. et il y a droit tous les jours, peu importe ce qui s'est passé avant. Oui, d'accord. Il n'y a pas de punition sur le moment Il n'y spécial. a pas de punition pour le moment spécial. Alors voilà, après on dit effectivement s'il y a eu un gros événement, Mm. il y a le moment spécial quand même. Par contre, vous le différez un petit peu parce qu'il faut que vous soyez À l'aise. à l'aise avec ça aussi. Ouais, d'accord. Euh, Ça consiste en quoi le moment spécial? Ça a l'air trop mignon comme ça. Eh ben, en fait, ça dépend vraiment d'un parent à l'autre. C'est dans l'idée, c'est 20 minutes par parent avec un enfant seul. C'est-à-dire que quand il y a des fratries, il n'y a pas le frère ou la sœur. D'accord. Et c'est l'enfant qui décide ce qui se passe pendant ces 20 minutes. D'accord, ok. Un petit jeu entre eux, un câlin, voilà, un ça livre. peut être Ouais. n'importe quoi. Mhm. Après, le parent a le droit de dire qu'il n'est pas d'accord ou qu'il n'a pas trop envie, etc. Oui. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas le parent qui amène. D'accord. Mm. Et il se passe des moments chouettes dans les moments spéciaux parce Mhm. que les enfants, ils peuvent avoir envie de montrer à leurs parents que regarde, je sais faire ça, Ah oui. ou d'avoir envie de partager quelque chose que peut-être Positif. qu'il y avait pas forcément Et plus de place. capacité, voilà, Ouais. merci, Mm. de le faire avant. Mm.
Et de l'autre côté, ça permet aussi aux parents de se dire, en fait, mon enfant, il sait faire ça, il sait s'organiser, ou il a plein de c'est compétences ça. Que je voyais plus, ou j'avais pas le temps de voir. C'est ça, oui, c'était débordé parce qu'on était dans l'opposition, dans la négociation tout le temps. Oui. Alors que là, ça remet vraiment une bulle, en gros, en fait, je suis bien avec mon enfant. Ouais, d'accord. Ok. Et ces groupes, tu les proposes donc à des parents, ils doivent venir à deux, ou Alors, comment ça se passe concrètement? dans l'idée, un des grands principes de la guidance parentale Barclay, c'est de remettre aussi de la cohérence parentale. D'accord. C'est-à-dire que l'enfant n'aille pas voir papa en disant maman elle m'a dit que oui alors que maman avait dit non, ou qu'il soit passé, qu'il y ait eu de l'embrouille, etc. D'accord. Donc dans l'idéal, c'est mieux d'avoir les deux parents. Ok. Ça se propose aussi en format individuel. Ouais. Donc groupe ou individuel. Au niveau des recommandations, en fait, il n'y a pas d'effet supérieur quand ce soit en individuel ou en groupe. Nous, on aime bien proposer en groupe parce que ça permet quand même des échanges entre familles, de se rendre compte aussi qu'ils sont pas tout seuls, que peut-être ils galèrent avec leur enfant, mais que d'autres parents galèrent autant. Et ça permet aussi des partages d'outils. Bah moi j'ai essayé ça. Ah oui, ça a super bien fonctionné. Ah oui, parce que moi j'ai essayé mais ça a pas fonctionné. Comment vous avez fait? Voilà. D'accord. Sur des trucs comme ça permet vraiment aussi de poser des questionnements que peut-être ils n'oseraient pas poser à d'autres professionnels. Notamment la grande question du traitement. Ah oui, sur de la Ritaline, voilà. Quand il y a de l'impulsivité, de l'agitation. Sur tout le méthylphénidate, de se dire, bah oui, mais alors du coup, j'ai vu que c'était un dérivé de drogue, que c'était ci, que c'était ça. J'ai peur des effets secondaires. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que c'est vraiment efficace? Et ça a plus de poids, de mon point de vue, quand ça vient d'un parent, avec vraiment un retour d'expérience, de dire, bah nous, ça a super bien fonctionné parce que, ou nous, ça a été un petit peu compliqué parce que, plutôt que ce soit un professionnel où, bah on n'a quand même pas le même niveau, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Donc, toi, tu as des expériences valorisantes? T'en as mené souvent des groupes Barclay? Je pense en avoir fait pas mal, ça fonctionne hyper bien. Les parents sont super contents du fait que ce soit du concret, que ce soit de l'outil, qu'ils aient à s'entraîner, qu'il y ait cette rythmicité aussi, parce que quelque part, ils sont obligés de s'y tenir. Donc, tous les 15 jours, quoi, 10 séances, quelque chose comme ça? C'est ça. Nous, on est à peu près sur 6 séances parce qu'on a modulé un petit peu. D'accord. On ne suit pas exactement Barclay puisqu'on a ajouté des composantes un petit peu extérieures et plus actuelles, comme peut-être la gestion des écrans, etc., qui est aussi c'est des gros questionnements. Et oui. Voilà, les écrans, les consoles, comment on valorise, est-ce que ça fait partie des valos ou pas, enfin bref. Ok. Donc 6 séances. À peu près, 6 à 8 séances. Tous les 15 jours, et puis sans les enfants. Alors c'est sans les enfants, c'est vraiment à destination des parents. Donc tu te retrouves bien avec les adultes, là, c'est bien. Donc je me retrouve avec les adultes. Et avec une méthode efficace. Et avec des retours qui sont hyper pertinents de parents qui se mettent au travail, parce que c'est quand même une vraie démarche de venir et puis de se tenir à cette méthode-là, à cette approche, et qui sont contents de se dire, ok, entre guillemets, je sacrifie du temps pour ça, mais ça vaut le coup. C'est un bon investissement. C'est ça. D'accord. Ok, donc tu t'es formé à plein de méthodes comme ça, et aussi en neuropsycho. Tu peux nous expliquer pourquoi, comment? Je peux. Alors du coup, on va revenir sur la formation initiale. Toulouse a une orientation qui est très neuropsychologique. Oui. Donc on avait appris là-bas plein de tests qui est par rapport au champ de compétences partagées, qui sont aussi faits par les neuropsys, notamment au niveau de l'évaluation de l'attention, etc. D'accord. Donc voilà, moi ma 3e année, mon stage est fait dans un centre référent des troubles des apprentissages. Oui. Donc je faisais du bilan toute la journée. D'accord. Et c'était trop bien, et j'adore. Ouais. Et en fait, je m'étais posé la question, j'avais la frustration de me dire, il y a des tests que j'utilise, je vois des choses, mais je suis pas sûr d'avoir toutes les connaissances nécessaires pour me dire derrière, je peux l'interpréter de telle ou telle façon. D'accord. J'ai mon prise de psychomote avec tout le corporel, le psychocorporel, mais derrière, peut-être qu'il manque quelque chose. D'accord. Donc en fait, j'ai fait une demande d'équivalence en L3 pour reprendre en psychologie. D'accord, L3, donc c'est la 3e année de psychomote. C'est la 3e année de psychologie. De psychologie, pardon, d'accord. Donc j'ai été pris à Besançon. Ouais. Et là, l'idée, c'était ce que je cherchais, moi, c'était vraiment d'avoir plus d'infos, plus spécifiquement sur tout ce qui était les fonctions exécutives, donc l'attention, la mémoire de travail, l'inhibition, etc., sur comment ça pouvait
quels étaient les modèles théoriques derrière Ouais. et qu'est-ce que je pouvais en extraire pour le mettre dans la pratique. D'accord. Donc vraiment faire le lien sur la neuropsy et psychomote et et devenir un neuropsychomote. Ah, trop bien, nouveau métier. On va faire ça après. Donc voilà, ça m'avait vraiment intéressé là-dessus et d'avoir fait mes stages où on se refait pas. Je suis allé voir des adultes, Oui. Notamment sur du TSA puisque j'étais en équipe mobile autisme. Ok. Et c'était hyper intéressant de voir cette articulation entre qu'est-ce que je peux proposer en tant que psychomote au niveau sensoriel notamment, Oui. et quels sont les impacts de ce sensoriel sur les fonctions exécutives. Tu aurais des exemples? Alors, oui, notamment. Alors, Ouais. c'est des choses qui se retrouvent aussi un petit peu dans le TDAH, peut-être à moindre mesure. Ou chez des personnes normales. On va voir. Sur le fait que, par exemple, si on a une hypersensibilité, une hyperréactivité, par exemple, au bruit, est-ce que je vais le recommencer. Sur l'hyperréactivité au bruit, fait que, cliniquement, on a l'impression que la personne a des troubles de l'attention. Oui. Mais du coup, ces problèmes attentionnels, est-ce que c'est vraiment plus relié au bruit ou est-ce qu'il y a une fragilité attentionnelle derrière au niveau neuropsychologique qui fait que peu importe ce qu'on va mettre en place, ça fonctionnera pas? D'accord. Est-ce que du coup, en proposant c'est-à-dire une diète sensorielle, des aménagements au niveau sensoriel sur le bruit, sur quelque chose de plus contenant, etc. Donc, par exemple, un casque qui couvrirait le bruit. C'est ça, un casque ou des bouchons qui vont réduire certaines amplitudes, ou le fait d'être dans un lieu plus clos, oui. avec moins de distracteurs autour, ça va permettre à la personne une meilleure attention. Ok. Ou alors, il y a de base une fragilité attentionnelle qui fait que même si on le mettait dans une chambre blanche, l'attention resterait part dans compliquée. tous les sens. Ah ouais, d'accord. Donc, faut tout tester là. Donc, il faut tout tester. Ouais, et c'est pour ça que moi, c'est ça vraiment que je cherchais dans la neuropsy, d'avoir un éventail, en fait, de compréhension du fonctionnement, en me disant, OK, alors, selon tel prisme, ça fonctionne, selon tel prisme, c'est peut-être fragile. On confronte, et puis derrière, ça me permet vraiment toujours avec l'idée de, sur le quotidien, qu'est-ce qu'on propose pour améliorer la qualité de vie. D'accord. Donc, tu t'es spécialisé avec des adultes autistes à ce moment-là. J'ai beaucoup travaillé avec des adultes autistes. Et tu as pu les aider en faisant des bilans plus précis, déjà. Et du coup, c'est ça. J'ai eu la chance aussi d'être avec ma maître de stage qui m'a laissé carte blanche ou presque, qui était vraiment sur OK, tu as un métier de base, là tu en apprends un autre. Montre-moi comment tu fais les deux. Les liens entre les deux. Ah, super, d'accord. Parce qu'elle était neuropsycho. Elle était neuropsy, spécialisée en plus dans le développement. Donc, elle avait aussi un petit peu cette sensibilité-là de base. D'accord. Et elle m'a laissé vraiment expérimenter. C'était mon filet de sécurité. D'accord. Parce qu'il y a des moments où, j'étais quand même à nouveau étudiante de dire, je sais pas ce que je fais. Oui. Donc, elle était vraiment là sur cette contenance, etc. Répondre à tes questions. Ouais, ok. Et voilà, elle trouvait que c'était aussi hyper intéressant. Donc, moi, ça m'avait vraiment aussi valorisé de me dire, ça c'est bon et ça a du sens et je suis pas complètement perché dans mon délire de me dire je veux faire du lien entre deux métiers qui peut-être sont mutuellement exclusifs. Ouais. Et du coup, ça me fait penser que un des bilans qu'on a, c'est le profil sensoriel pour comprendre les particularités sensorielles. Du coup, tu l'as affiné, j'imagine, en te posant ces questions sur les aspects cognitifs, la sensorialité. Ouais, tu as fait un petit mélange des deux. Du coup, en fait, j'avais du mal à rester sur un seul profil. Eh oui. Donc, j'ai retravaillé avec le profil sensoriel de Dunn, mais j'ai aussi travaillé avec l'étape sensorielle qui est du coup une adaptation de Dufresnoy, qui a adapté le profil sensoriel de Olga Bogdachina, le profil sensoriel avec l'arc-en-ciel qui a 200 et quelques questions. Oui, je vois, il y a un super bouquin et Olga Bogdachina, c'est une personne qui a eu elle-même une enfant autiste. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, qui l'a beaucoup observé et qui a décrit plein de troubles sensoriels, de comportements. C'est ça. Ouais, et qui a fait un gros bilan, mais qui est un peu lourd à scoltiner. C'est ça. Ouais. Et du coup, Dufresnoy a fait une adaptation où il n'y a plus que 50 ou 60 questions. D'accord. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus facile à faire passer et à transmettre aux équipes aussi, notamment, parce que derrière la question du bilan et de l'évaluation, surtout avec les questionnaires, c'est la disponibilité des accompagnants, des personnes qu'il y a autour. Oui. Si on leur propose quelque chose de trop gros, de trop lourd,
il y aura rien. Alors que là, avec quelque chose de plus court, on peut le faire avec eux et échanger. D'accord. Donc, il y aura des questions sur l'audition, c'est pareil sur la vision, le toucher, le vestibulaire, j'essaye de rien oublier. Le proprioceptif. Le proprioceptif, l'odorat. Ouais. Hein, et comme ça, avec les équipes, on se questionne sur chaque patient. Ouais. Pour voir les aménagements à proposer derrière. C'est ça, totalement. Okay. Et du coup, ça nous permettait aussi de faire un point sur des choses qui étaient vraies mais ne le sont plus. Ah oui, par exemple, les évolutions. Voilà, c'est ça. Il était hyper perturbé quand il est arrivé parce que dans sa chambre, il y avait ça ou ça, mais maintenant ça va mieux. Ok. Du coup, qu'est-ce qui a fait que il y a eu ce switch-là? Donc c'était vraiment on est vraiment sur un petit peu de la méthode ABA, sur du fonctionnel avec il y a un nouveau comportement, qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce que ça a généré derrière. Oui, d'accord. On analyse tous les comportements en lien avec une situation. Ouais. C'est ça. Et puis derrière, ça permettait à nouveau de proposer de la guidance un petit peu aux équipes sur le même principe que le Barclay, de dire, voilà, on a des préconisations, on vous propose ça, on revient, est-ce que ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, pourquoi, comment, etc. D'accord. Oh, c'est hyper clair. Donc toi, tu as découvert des méthodes très précises comme ça, qui t'ont donné des spécificités pour travailler avec les adultes. Et en arrivant à Besançon, tu t'es lancé assez vite en libéral. Comment tu as vécu ça? Parce qu'on a toujours une peur de se lancer seul. Est-ce que tu étais confiant? Comment tu t'es décrit? C'est une très bonne question et je te remercie de l'avoir posée. Alors, moi, j'avais vraiment très envie de faire le libéral et en même temps, j'étais très flippé de faire du libéral parce que je me sentais pas de m'installer directement en sortant. Parce que je comparais avec, par exemple, les infirmiers où il faut qu'ils aient déjà 3 ans d'institution avant de pouvoir s'installer en libéral. Ah oui. Et je me suis dit, nous, en fait, on nous laisse un petit peu y aller comme ça, pas de problème. Donc, j'étais partagé entre j'ai hyper envie d'eux et en même temps, je suis un bébé psychomote. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai eu l'opportunité de commencer en collaboration. Donc ça m'a beaucoup rassuré. Pour le coup, j'ai été bien accueilli dans ce cabinet. Et le fait que j'avais ma formation initiale à Toulouse, qui est justement très sur le neuropsy, sur les bilans, sur tout ça. En fait, ça répond beaucoup à la demande du libéral. Oui. Donc je me suis rendu compte au fur et à mesure en le faisant que en fait, ça allait. Je pouvais m'autoriser que, voilà. C'était vraiment, après, ce qui était compliqué, c'était le relationnel aux familles, comment on fait, tout le côté administratif où je me suis dit, waouh, mais c'est pas possible. Jamais je vais m'en sortir. Mais le fait d'être en collaboration avec quelqu'un qui gérait ça et qui avait l'habitude et qui était ressource, c'était beaucoup plus facile. L'administratif, qu'est-ce qui te gênait, toi? C'était la compta, rédiger les bilans, t'avais l'air d'aimer, donc ça va? Ouais, non, c'était pas trop la rédaction. Je dirais que c'était vraiment sur on va dire tout le côté organisationnel, appeler les gens, placer des rendez-vous, effectivement après suivre la compta parce que j'avais du mal au début, ça va un petit peu mieux, mais à tenir les comptes et à demander de l'argent aux parents. Et puis après, ça commençait à s'accumuler. Puis moi, j'avais des comptes à rendre derrière quand même. Et puis des loyers à payer, c'est ça. Te payer, un petit peu. Et en même temps, j'ai toujours j'avais cette difficulté, on va dire, de représentation du soin. Le soin, on n'est pas là pour faire de l'argent. Mais en même temps, on a des compétences à valoriser. Et puis c'est notre job, quoi. Et donc, c'est l'argent qui nous valorise à un moment. C'est pas juste les merci. Ça, c'est bien aussi, mais c'est ça, c'est top. Mais bon. Et j'ai vraiment eu du mal pendant, on va dire peut-être presque 1 an avec ça. Et puis après, je me suis dit, ok, là ça roule, donc peut-être on peut s'autoriser à lâcher. Là-dessus. Et t'as mis des outils en place justement pour que l'admin soit moins lourd pour toi, pour gérer tes plannings, ta compta, t'as des petites ressources pour les psychomotes qui nous écoutent par exemple? Alors là, moi j'avoue que j'essaie d'automatiser au maximum parce que étant donné que la demande en psychomote est très forte, on est assez rapidement saturé et moi j'ai eu une petite période, un petit coup de mou où en fait je n'arrivais plus à toucher, à regarder le téléphone pour répondre à tout le monde. Ça devenait anxiogène. C'est ça, vraiment. Pour dire, j'entends que vous avez besoin, j'entends que c'est urgent, mais moi, je ne peux pas. Et d'avoir à répondre aux personnes qui étaient au téléphone, en pleurs. Voilà, c'était trop pour moi. Donc, en fait, là, je suis repassé par un logiciel de prise de rendez-vous en ligne qui me permet de faire un premier filtre. Qui me fait aussi ma compta, qui a quasiment tout automatisé. Et juste moi, je me suis mis des rappels
rappels de façon plus perso sur mon calendrier en disant là il faut que je vérifie ça, là il faut que je vérifie ça, là il faut que je vérifie ça. Mais sinon tout est j'ai responsabilisé mes patients sur les paiements des factures, sur la prise de rendez-vous. Ça c'est quasi tout eux qui gèrent. C'est quoi ton logiciel? Je suis sur DocOrga. DocOrga, oui, c'est l'un des plus réputés. Ça peut servir d'avoir les bons outils. Totalement. D'accord, donc t'es un peu plus cool là-dessus. Ça m'a permis vraiment de me recentrer sur mon métier et sur qu'est-ce que j'aime faire, plutôt que de me dire j'ai encore un appel, qu'est-ce qui va se passer et comment je vais être derrière. Parce que du coup, en tant que psychomote, il faut aussi que nous on soit bien au niveau psycho et je me sentais un petit peu attaqué par rapport à ça. Et ça serre le ventre, on n'en peut plus, quoi. Donc là, on a fait le tour de tout ce que tu sais faire. Non, j'ai oublié quelque chose qui m'intéresse trop, c'est que tu fais de la médiation animale. Oui, tout à fait. Et tu m'as trop surprise quand tu m'as dit ça, parce que je ne le savais pas. D'où est venue cette idée? D'où est venue cette idée? Puis avec quel animal? Alors, du coup, cette idée est venue à la base de... Voilà, comme je te disais, j'ai fait 36 000 stages pendant mes études et j'ai trouvé que là aux alentours vers Dijon, une psychomote a monté une association de médiation par l'animal, donc ça s'appelle ASCO. Et donc je lui avais demandé à faire un stage avec elle et elle m'a accepté, c'était juste trop bien. Donc elle le fait avec vraiment plein d'animaux. Il y a des chiens, des lapins, des rongeurs, enfin vraiment c'est près de son cabinet quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Et elle intervient aussi en EHPAD, en structure, en oncologie pédiatrique. Et je me dis mais c'est génial. Elle se déplace avec des animaux. Ouais, d'accord. Et voilà, et moi je dis c'est trop bien. Par contre, ça veut dire qu'il faut un animal qui soit dédié à ça. Donc j'ai fait garder cette idée-là en tête pendant un moment là. Puis je me suis formé et du coup je fais de la médiation animale avec le chat. Donc pareil, ça a été un projet mûrement réfléchi puisque j'ai choisi un chat. La race c'est un sibérien, donc c'est les chats qui sont les moins allergènes au monde. Ah, d'accord. Voilà, dans l'idée que si mes patients viennent, vaut mieux que ça déclenche pas trop d'allergies. C'est une grosse boule de poils. Voilà, on l'a entraîné, on a vraiment travaillé là-dessus. Et c'est vraiment chouette ce qui se passe en séance avec le chat, avec toutes les tranches d'âge. D'accord. Ouais, t'aurais des exemples du coup de séances avec ton chat. Donc tu l'emmènes de temps en temps au cabinet. Donc voilà, j'essaie de respecter aussi son rythme. Il est là 2 à 3 fois par semaine maximum. Quand même. Ouais, d'accord. Et après, en fait, j'allais dire ici, c'est comme une deuxième maison. Il a ses croquettes, il a son ses coin repères. aussi, où il peut s'isoler si jamais c'est trop pour lui. Voilà, c'était vraiment une réflexion on va dire avancée. Donc par exemple, on travaille la régulation tonique avec des enfants sur on va lui mettre un nœud sur le cou pour faire le collier, ou on va faire du brossage, donc il faut aller quand même assez fort pour que on récupère des poils, mais pas trop fort parce que sinon ça va lui faire mal, il va s'en aller. On peut travailler sur l'entrée en relation, sur le fait que c'est pas parce que tu lui cries après son nom que forcément il va avoir envie de venir vers toi. Donc comment tu fais pour donner envie. Pour lui donner envie de venir, pour renforcer une fois qu'il est venu. On fait du sensoriel aussi sur pareil avec les poils. Le toucher. Sur le toucher, sur les griffes, peut-être ça griffe un petit peu, mais les coussinets c'est mou. Les poils il est tout doux sur le dessus, mais le sous-poil c'est pas tout à fait la même texture. Il y a de l'exploration de ton chat. Oui, totalement. On peut travailler aussi sur les notions de propreté. Ou et je veux dire d'entretien corporel, pareil avec le brossage, on va vérifier sur les yeux s'il n'y a pas des petits trucs qui vont pas, on va surveiller les dents, l'intérieur des oreilles, s'il n'y a pas des choses qui sont prises dans les poils. Donc après c'est au patient de transférer, généraliser sur lui au quotidien. C'est ça. Et après donc on fait ce moment-là avec le chat. Et après, on transfère sur le patient. Et toi, comment ça pourrait faire sur toi? Qu'est-ce que t'en penses? D'accord. Et ils repartent et ça fonctionne hyper bien. Ouais, tu dois être trop content de pouvoir proposer ça. C'est trop ça se voit. Et puis du coup, avec les adultes aussi, ça permet, j'allais dire ça dédramatise parce qu'on vient quand même dans un cabinet, même si on essaie de s'en défendre un petit peu, on est paramédical mais médical quand même. Et oui. Donc il peut y avoir un petit peu d'anxiété, voilà, les adultes qui viennent en plus.
ne connaissent pas forcément la psychomote. Oui. Donc, ils peuvent arriver avec un certain niveau de tension. Oui. Et le fait qu'il y ait le chat qui soit là, qui se balade, qui se couche sur le bureau. Ou, ça fait un accueil sympa. Ouais, c'est ça. Plus spontané, quoi. Plus spontané, on peut être plus dans l'échange et voilà, ils voient que, en fait, ça va, quoi. Ouais, d'accord. Ça a l'air passionnant. C'est trop bien. Je t'imagine bien. Merci pour tous ces retours, ces explications. Tu as été hyper clair. J'espère que ça plaira à nos auditeurs. Donc, toi, tu es un psychomote vraiment pur, je trouve. Tu restes psychomote à fond, mais avec des multiples facettes quand même. Hein. Quand on creuse, on en trouve plein. Et c'est passionnant. Je pense que tu as trouvé tes moves, toi. Tu vois, je peux pas conclure en disant que tu as trouvé ton move. Tu as trouvé tes moves, tu as plein de spécificités que tu sais utiliser avec tes publics bien choisis et on voit que du coup, tu es devenu presque performant. Toi qui manquais de confiance en toi, d'assurance, je pense que là, tu as pris un petit peu de confiance ou ça vient? Ouais, on va dire ça vient. Disons que j'ai trouvé ma niche qui fait que je suis reconnu pour certaines choses. Ouais. Et c'est peut-être ça, en fait, là où j'ai trouvé mon move, c'est que j'ai réussi à... C'est du carburant, en fait, toutes mes formations. Ouais, d'accord. Et ça me permet vraiment d'avancer, de me dire, OK, là, je suis à peu près dans ce que je veux faire et ça va. Et ça va, tu peux le dire. OK, merci beaucoup, Pierrick. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. C'était Trouve ton Move, un podcast pensé et réalisé par Élise Benazet.